Bonjour et bienvenue à cette masterclass organisée par la Commission nationale de jeunes entrepreneurs, CNJE en sigle, qui fait partie de la Fédération des entreprises du Congo. Nous sommes honorés de vous savoir si nombreux connectés à cette session. Je suis Emmanuel Kanikié, responsable développement commercial chez Metanesis Group. C'est moi qui vais tout au long de cette masterclass vous accompagner. Comme beaucoup le diront, entreprendre n'a jamais été une chose facile. Face à la vague des PME qui se battent pour faire de la croissance et occuper le marché depuis quelques années, la Commission nationale des jeunes entrepreneurs se propose d'apporter quelques pistes de solutions à leurs problèmes. Sans plus tarder, je vous invite à découvrir le profil des panélistes qui nous font l'honneur d'animer cette masterclass. Comme premier panéliste, nous avons M. Christopher Mukoka. M. Christopher est vice-président en charge des investissements et des partenaires bilatéraux au sein de la Commission nationale de jeunes entrepreneurs. Il occupe aussi le poste de directeur général de B2 Group et de Coucou SRL. Bonjour et bienvenue Christopher. Bonjour Emmanuel, merci. Comme dernier panéliste, nous avons Madame Alexandra Kizizié-Oukaba. Madame Alexandra est vice-présidente en charge de la formation au sein de la Commission nationale des jeunes entrepreneurs. Elle a aussi comme casquette le poste de directrice générale Afrique de Metanesis Group. Bonjour et bienvenue Alexandra. Bonjour et merci Emmanuel. À présent, voyons le temps fort de cette masterclass. Nous allons commencer par écouter nos panélistes. Ensuite, nous allons vous laisser l'occasion de poser vos questions. Et enfin, nous allons clôturer avec un mot de la fin. À présent, voyons les règles essentielles qui feront de votre expérience participant une réussite. Nous vous demandons de maintenir les micros de vos appareils coupés durant ce webinaire. Nous vous donnons la possibilité de poser vos questions via l'onglet Q&R qui se trouve en bas de votre écran sur la barre d'outils Zoom. Et à présent, nous allons démarrer avec les interventions. Alexandra, Christopher, il s'avère que nous avons deux types de profils dans le public, des startups et des PME en phase de déploiement. Nous allons débuter avec Alexandra. Alexandra, quelles sont selon toi les barrières mentales souvent rencontrées en phase de lancement par les entrepreneurs et quelles sont les astuces pour les surmonter? Alors, déjà, grand merci à tous les participants qui se sont mobilisés et je sais que certains nous suivent au travers des médias sociaux. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger et partager. Je vois effectivement que tu notes qu'il y a deux profils et que cette question s'adresserait donc aux start-upers, à tous ceux, aux start-upeuses bien sûr, à tous ceux qui sont en train de se lancer. C'est une question intéressante de se demander donc quelles sont les barrières qui pourraient les bloquer en phase de lancement. Je pense à trois barrières. Il y en a plusieurs et je pense que je donnerai la parole à Christopher pour compléter un petit peu mes propos. La première grande barrière que moi je vois, c'est tout d'abord au niveau du mindset. Vraiment, comme on a dit, barrière mentale, c'est au niveau vraiment de la manière d'aborder les choses. Plusieurs fois, je rencontre des gens qui attendent la grande idée ou comme dirait Christopher, le bon moment pour pouvoir se lancer. Or, d'expérience, de ce que je vois, de ce que moi-même j'ai expérimenté dans mes différentes activités, il ne faut pas attendre la grande idée parce que fondamentalement, cette grande idée parfois ne vient pas. Et j'ai même remarqué en général que c'est au plus on pense à son business, au plus on en parle. Et finalement, comme on dit, vaut mieux faire que parfaire, quand on est sur le terrain, qu'il y a des remontées d'informations, une remodélisation progressive de notre activité qui nous fait amener finalement de l'idée qui pouvait paraître basique à la grande idée. Donc, ça pose vraiment cette question de MVP. Quel est le minimum viable product? Quel est le prototype qu'on est prêt à utiliser au démarrage
pour après arriver à l'enrichir, le parfaire pour en faire finalement quelque chose de top, quelque chose de super. Donc ça, c'est déjà une première chose. Alors, la deuxième chose qui me vient un peu à l'idée, c'est cette barrière mentale en pensant tout le monde va imiter mon idée, l'autre est l'ennemi finalement. Combien de fois, je le dis, mais moi-même j'ai dû combattre cette barrière mentale, on veut évoluer seul dans son coin. Or, je réalise aujourd'hui que seul, c'est très compliqué. Il y a même une expression qui dit que seul, c'est quoi déjà l'expression? On dit, je pense que donc seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est ça l'expression. Exactement. Donc, c'est de dire, tu auras peut-être tendance à dire, je vais être plus rapide en voulant faire tout moi-même et en allant moi-même prendre les enfants, me débrouillant. Mais le fait d'appartenir à une association, le fait de faire partie d'un réseau te permet de gagner du temps et surtout de pouvoir aller plus loin parce que d'autres ont peut-être eu les mêmes challenges que toi ou tu auras des challenges que d'autres ont eu. Donc, finalement, je les vois comme des multiprises qui t'aident à gagner en temps, à gagner en efficacité. Donc, ne regardons pas directement le coût que constitue l'adhésion à ces différentes associations ou, on va dire, réseaux, mais voyons plutôt ce que ça peut nous rapporter. Donc, ça, c'est un élément, donc le fait de vouloir évoluer seul dans son coin. Un autre élément qui me vient à l'esprit, c'est souvent, et j'ai aimé d'ailleurs, Christopher, un de tes posts qui allait dans ce sens-là, on a tendance un petit peu à se dire, ouais, de toute façon, l'employé, c'est très bien, mais bon, de toute manière, lui, il a la vie facile dans un sens, ou soit simplement, oh, c'est vraiment pas cool d'être employé, là, on est occupé à travailler pour l'autre, voilà. Être entrepreneur, c'est très facile, long fleuve tranquille, on est cool, et ce qui fait qu'on vit avec un état d'esprit de vacancier. Je ne veux pas critiquer, c'est une réalité. Et on pense que ce sera évident. Pourquoi? Je travaille pour moi, je suis mon boss. Alors, on m'invite CEO, directeur général. Alors, ne vous moquez pas de nous parce qu'on nous a présentés comme des directeurs généraux. Mais c'est une réalité. Mais on oublie qu'au-delà de ce prestige, il y a un travail de dingue. J'ai encore la semaine dernière, je me souviens, pour préparer la masterclass, on n'arrivait pas à mettre la main. Oui, non, il réagissait. On avait du mal à mettre la main sur Christopher. Puis alors, je dis, Emmanuel, écoute, je prends la main, je vais l'appeler. Je prends le pof, je passe un coup de fil et je dis, ça va, Christopher? Il me dit, écoute, c'est juste pas possible, mais c'est des journées qui n'en finissent pas. Et on a commencé à discuter. Et moi, ça me fait toujours du bien d'échanger, notamment avec Christopher ou avec d'autres entrepreneurs, parce que c'est là que tu réalises que tu n'es pas un ovni ou un obsédé du travail comme certains penseraient, mais clairement, c'est l'entrepreneuriat qui veut que tu puisses avoir cette résilience. Mais tu dois être préparé à ça. Parce que si tu n'es pas préparé, tu lâches combien n'ont pas commencé et au bout d'un certain temps, quand je reprends contact avec eux, et je ne critique pas de nouveau, ah j'ai repris un poste là, ah c'est pas mauvais, mais alors là on se demande aussi derrière, quel est le why? Est-ce que tu t'es lancé pour les bonnes raisons, parce que tu croyais vraiment en un produit et tu es convaincu qu'il y a une mission derrière et tu vas y aller à fond, ou tu l'as fait parce que tu t'es dit, j'ai envie d'être mon propre patron, je me lance, et quand tu as vu à un moment donné que le chiffre ne suivait pas, que c'est un peu compliqué, tu t'es découragé. De nouveau, aucun jugement, mais vraiment, j'avais envie de marteler sur ces points-là. Mais bon, je pense que là, le but, tu m'avais dit en m'invitant à cette plateforme que c'était d'avoir un talk. Donc moi, je veux que Christopher puisse compléter avec des éléments parce que c'est comme ça que je peux aussi rebondir. Voilà, Christopher, je te donne la parole. J'aimerais que tu puisses compléter avec des barrières qui te viennent à l'esprit. Merci beaucoup, Alexandra. Merci pour cette opportunité. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire en dernier, moi, je pense que je vais commencer par peut-être, on va dire, le manque de motivation. Le manque ou la motivation qui est insuffisante. La réalité du monde entrepreneurial, c'est que c'est très dur. C'est très, très dur. Et si on n'a pas, si on n'ancre pas cette volonté dans quelque chose de très fort, ça ne va pas marcher. C'est comme ça que je me dis souvent que l'entrepreneuriat, au finish, c'est quand même un acte de rébellion, surtout quand on entreprend en RDC. C'est un acte de rébellion parce que lorsqu'on regarde toutes les perspectives qu'on offre à ceux qui étudient, à ceux qui se battent, etc., les parents qui ont investi, etc., on se rend compte qu'en fait, entreprendre, parfois, c'est la seule voie pour aller vers un mieux-être, pour aller vers quelque chose de bon. Mais il faut en être convaincu et il faut décider. Il faut vraiment se dire, voilà, si le but, c'est faire 1 million, j'espère que le million aussi, c'est ça votre objectif. Ça doit être un objectif qui vous tient vraiment à cœur. Ça ne doit pas être un objectif qui cache quelque chose.
Parce que beaucoup de gens disent, je veux être millionnaire, mais en fait, ce n'est pas ça le but. En fait, ils veulent être à l'abri d'un certain nombre de besoins. Ils veulent être, peut-être que moi, par exemple, j'ai perdu mon père en 2015. Aujourd'hui encore, ben, jusqu'à quelques années, je m'en voulais de ne pas avoir pu contribuer. Parce que je me dis toujours que ben voilà, il aurait pu vivre si j'avais eu les moyens de l'envoyer en Europe, si j'avais eu. Et en fait, derrière cet entrepreneuriat, c'est une rébellion contre ma condition parce que je me dis, je ne sais pas où je vais travailler, où on me donnera les revenus qui vont me permettre de mettre à l'abri ma femme, ma famille, etc. Donc la motivation doit être forte. Parce que quand les coups durs vont arriver, et ça, je vous assure, ça va arriver. Moi, je crois que je suis en redressement fiscal là. Avec l'administration, on est en train de se battre un peu. Ça va arriver. C'est ça qui va vous faire tenir, en fait. C'est ça. Donc, beaucoup n'ont pas la motivation suffisante. C'est aussi, peut-être, sur ce même point, c'est le côté aussi, j'attends le soutien des gens. Beaucoup de gens sont insecure. C'est-à-dire, c'est son projet, c'est son bébé, mais pour le mettre en œuvre, il faut que les gens l'accompagnent, le motivent. Non, ça c'est un problème que je rencontre parce on a formé, je crois, une centaine de personnes l'année passée. Beaucoup de gens n'ont pas passé le Rubicon parce que, au-delà de la formation reçue, au-delà de tout ça, il faut encore que, voilà, que tout s'aligne. Ça, c'est un problème. Deuxième point peut-être sur lequel je voulais aussi m'attarder, c'est le manque de financement. Pour moi, je mets ça dans la partie mentale parce que beaucoup de gens vous disent, oh non, je n'ai pas de financement, mais quand vous leur demandez, vous avez besoin de combien, ils ne savent pas vous répondre. Ou ils vont vous dire, ben voilà, j'ai besoin de 20 000, 30 000, mais c'est des chiffres en l'air. Les gens n'arrivent pas à rester là et se dire véritablement, j'ai besoin de combien? Est-ce que c'est d'argent que j'ai besoin? Est-ce que c'est peut-être un matériel que je peux obtenir sous forme de don? Est-ce que c'est une position, c'est un contact? Est-ce que c'est vraiment l'argent dont vous avez besoin? Et même lorsque vous avez besoin d'argent, est-ce que c'est 20 000 dollars tout de suite? Est-ce que c'est 20 000 dollars qui peuvent être répartis sur 6 mois, 7 mois, 8 mois? C'est vraiment quelque chose de capital sur lequel je voulais dire deux mots et je pense que je peux me limiter là. Merci beaucoup, Christopher. Alors, Christopher, moi, je te garde pour la prochaine question. Christopher, selon toi, quelles sont les solutions pour faire croître une activité malgré un environnement hostile? Merci. L'environnement hostile, on peut citer la RDC, hein, Doing Business, je crois, on est 180e. Rien ne pousse ici. On est dans un désert, beaucoup de gens parlent d'en faire, mais il y a des entreprises qui prospèrent et qui avancent. Hein. Il faut quand même aussi, il faut le souligner d'ailleurs. Si eux peuvent le faire, pourquoi pas nous? Donc, c'est véritablement une terre d'opportunité. Mais maintenant, quand on veut croître, parce que là, on parle de croître, ça veut dire que l'entreprise existe, l'activité existe, vous êtes à un certain niveau, vous voulez faire plus. Et la première des choses, comme dans tout ce qu'on veut faire, c'est déjà de se poser, d'avoir des objectifs. Et de se dire, aujourd'hui, on veut croître, mais on veut croître quoi? On veut croître le chiffre d'affaires, on veut croître le profit. Qu'est-ce qu'on veut croître exactement? Et donc, se fixer les objectifs et ensuite se demander pourquoi on veut croître. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être à l'aise avec un chiffre d'affaires de 10 000 dollars le mois. C'est suffisant pour nourrir la famille, c'est suffisant pour avoir de l'épargne, c'est suffisant pour se faire à 2 000 dollars à côté. Donc, avoir une idée de pourquoi on veut croître aussi, c'est hyper important. Moi, par exemple, je peux vous dire, sur notre restaurant Coucou, je veux croître parce que je veux survivre. Je me rends compte qu'un autre acteur peut venir, là où moi j'investis 10 000, lui il peut investir 100 000. Si je ne crois pas vite, si je n'atteins pas une taille qui me permet de me défendre face à toutes ces personnes, l'avenir de ma boîte et de ses 16 employés est compromise. Donc, croître devient un argument pour survivre. Donc, chacun doit trouver pourquoi il veut croître et quels sont ses objectifs de croissance. Deuxième point, c'est la modélisation de l'activité. Malheureusement, c'est un constat que moi je fais ici en RDC en particulier, parce que c'est ici que j'opère essentiellement. Vous rencontrez des chefs d'entreprise, grosses boîtes, petites boîtes, peu importe, très peu peuvent vous présenter leur modèle économique pour vous dire clairement, voici nos clients, voici leurs caractéristiques, voici ceux qu'on cible, voici nos fournisseurs, voici les fournisseurs qu'on préfère pour telle raison. C'est très difficile de trouver ça et c'est une chose grave parce que comment faire croître quelque chose qu'on ne connaît pas? Toute croissance a une implication sur votre modèle économique, sur votre structure. Parce qu'on ne le dit jamais assez, les entreprises meurent pour deux raisons. La première, c'est que vous n'avez pas de clients. Ah oui, ça peut vous tuer, vous n'en avez pas assez. Mais la deuxième, c'est que vous avez trop de clients.
trop de clients peuvent tuer une entreprise. Aujourd'hui, avec notre restaurant, si jamais, allez, il est 10h18, donc dans 12 minutes, nous ouvrons les portes, on va commencer à avoir les commandes. Si jamais en ce moment, j'ai 1000 commandes qui me tombent dessus, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas faire face. Et ça, quand les gens seront déçus, ça va avoir un impact sur mon brand et ça peut couler ma boîte. Donc, les gens peuvent mourir d'une croissance qui est non maîtrisée. Et c'est pourquoi c'est très important de modéliser son activité, que ce soit le modèle économique, que ce soit un tableau de bord sur des indicateurs de croissance. Vous voulez faire croître le chiffre d'affaires, vous voulez faire croître le nombre de clients, vous devez avoir un tableau de bord que vous suivez tous les jours, chaque semaine, chaque mois, pour voir qu'est-ce que vous faites qui permet à ce que ce tableau avance. Troisième élément et dernier, c'est, à mon avis, la méconnaissance des stratégies de croissance. Il faut bien comprendre que les questions qu'on se pose aujourd'hui, ce sont des questions que des entrepreneurs se sont posées il y a des siècles. La bourse a existé depuis 1500, depuis les années du XVIe siècle. Les entrepreneurs sont là depuis longtemps. Donc, les gens se sont posés ces questions et ont trouvé, on va dire, des voies de développement qui sont déjà connues. Par exemple, si vous utilisez ce qu'on appelle le modèle, la matrice Ansoff, c'est un petit outil, sans entrer dans les détails, qui vous montre à peu près ce que vous pouvez faire pour pouvoir croître. Vous avez soit, vous êtes dans un marché unique, vous essayez de pénétrer davantage le marché. Donc, vous continuez à faire ce que vous faites d'habitude, mais vous investissez peut-être un peu plus dans le marketing. Soit vous prenez un nouveau produit que vous allez essayer de vendre aux mêmes personnes. Soit vous créez, vous allez vers un nouveau marché, etc., etc. C'est tout ça qui permet d'avoir une idée déjà sur ce qui se fait que vous pouvez adapter maintenant sur votre business. Donc, je pense que je peux m'arrêter là et peut-être demander à Alexandra si elle a des compléments, des choses à ajouter. Ça peut être bien. Super. Écoute, j'aime bien ce que tu viens de dire parce que je vais rebondir dessus et aborder aller dans le sens un peu des notions en marketing qui pourraient justement aider, être des pistes de solutions pour la croissance. En gros, je reprends de ton intervention cette absence d'analyse stratégique. Prendre le temps de faire des business reviews. Les termes semblent compliqués, mais c'est très simple. Au moins se poser des questions, au moins une fois l'an, le minimum, je dis bien. Parce que pour moi, même en formation, je dis, on ne fait jamais trop d'analyse stratégique. C'est-à-dire quoi? En quoi je suis bon? En quoi je suis moins bon? Et les autres, les opportunités, les menaces, quelles sont les possibilités de croissance? Comment, au fait, se questionner, je suis dans quel type d'environnement pour l'instant? Est-ce que je suis plutôt dans un endroit où je suis seule, j'innove? Est-ce qu'il y a d'autres qui sont occupés on se base sur le prix? Est-ce que finalement, vraiment, on ne va pas faire un cours de marketing ici, mais vraiment, je vais vous demander, essayez de prendre le temps de faire des analyses sur votre stratégie, parce que c'est la stratégie qui va vous aider à atteindre ce qu'il disait tout à l'heure, Christopher, vos objectifs et au finish, votre vision. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais, c'est un peu une des questions toujours liées au marketing et à la communication, mais je dirais d'image de marque, certains l'appelleront en anglais branding, et de communication. Je m'explique. Tu peux avoir un super produit. Si tu ne le vends pas bien, il ne faut pas juste miser sur le fait qu'on sait que je fais ça bien. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je suis désolée. Tu dois donner envie aux gens. Tu dois arriver à professionnaliser ce que tu fais. Je le dis parce que malheureusement, c'est pas quelque chose que j'encourage, mais l'être humain est comme ça, le marché est comme ça. Avant d'acheter le produit, on achète l'emballage. Avant d'acheter même l'emballage, on achète la personne qui est en train de pouvoir vendre le produit. Tu présentes comment tu communiques, comment tu arrives à travailler même le produit. On sent que, vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui met tellement de l'effort sur l'emballage, bon, à moins que ce soit un margoulin, un escroc, quand même, c'est une promesse. On se dit non, 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 non. C'est que peut-être, ça donne envie d'aller plus loin. Donc, vraiment, cette dimension de travailler sur ces aspects liés à l'emballage de son produit, je veux dire par là, son image de marque, l'image de marque de sa société, très important, se professionnaliser. Arrêtons de vouloir faire juste pour faire. Tu dis que tu as envie de pouvoir gérer une entreprise. Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu as des compétences minimum? Vous savez, ce dont Christopher est en train de parler, là maintenant, les quelques notions, il vous a sorti, oui, la matrice. Moi, je vous parle d'analyse, on vous parle de stratégie, de différentes choses. C'est bien, mais si à un moment donné, tu ne te formes pas,
ça va rester des notions et des axiomes, hein, des mystères que tu ne comprendras pas. Tu as besoin de te professionnaliser. Tu as des équipes que tu gères. Est-ce que tu essaies de chercher des petites formations RH? Il a parlé tout à l'heure d'objectifs, d'indicateurs, de regarder comment… Mais il faut piloter ton activité. Donc, je dirais pour moi, pour ne pas aller dans tous les sens, travailler son image de marque, travailler sa communication parce que c'est important. Deux, se professionnaliser, c'est plus qu'important parce que quelque part, on n'est pas des aventuriers. On doit arriver à bien faire les choses et à être très bon dans ce qu'on fait. Troisième chose, prendre le temps pour analyser sa stratégie, pour voir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire, anticiper au fait. Il ne faut pas naviguer à vue, il faut anticiper. Et alors, le quatrième point, ce sera vraiment de dire, oui, on parle de croissance, mais cette croissance est dictée par qui? Moi, je dirais, ta croissance ne doit pas être dictée par du copier-coller de ce que font les autres. L'autre fait quelque chose, c'est très bien, mais tu ne connais pas l'envers du décor. Vous savez, il disait tout à l'heure, Christopher, voilà, il a ses motivations, il a sa manière de fonctionner. Peut-être qu'il prendra des décisions, il fera des choses tenant compte de sa réalité. Toi, tu vas aller chercher imiter ce que fait Coucou, mais tu vas imiter ça sur base de quoi? C'est important quand même que tu puisses prendre le temps toi-même déjà de voir est-ce que je peux faire, on va dire Coucou, dis moi je veux comme ça prendre 1000 clients, c'est bien, parce que le concurrent, il est passé à 500 clients. Ils vont le faire, il a dit ça ira pas, parce qu'il y a tout des préalables. Donc, à un moment donné, essaye d'écouter tes clients, essaye d'écouter le marché, de voir en termes de produits, en termes d'activité, comment tu peux arriver à faire ta croissance de manière à répondre à un besoin en tenant compte toi-même de tes contraintes au fait. Donc, je dirais, pour moi, c'est un peu les points humblement que je souhaite compléter ou du moins enrichir à ce que Christopher a dit. Merci beaucoup, Alexandra. Merci beaucoup, Christopher. Vous avez aimé les interventions. À présent, nous vous donnons l'occasion de vous exprimer au travers de vos questions. Comme je l'avais dit précédemment, vous avez la possibilité de poser vos questions via la fonction Q&R. Et si éventuellement nous pouvons, Alexandra, Christopher, prendre une main levée, nous aurons l'occasion de le faire. Alors, j'ai une petite question qui me vient maintenant dans la fonction Q&R et de savoir, actuellement au niveau de la CNJE, quels sont les avantages que vous offrez aux entrepreneurs? Christopher, je te laisse la possibilité, comme toi tu parles d'investissement, partenaires bilatéraux. Après, moi, je compléterai avec la partie formation. Parfait. En tout cas, moi, je pense que le premier avantage d'être membre de la FEC, c'est de profiter d'un réseau et d'un lobbying. Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai rejoint la FEC il n'y a pas si longtemps que ça. Mais chaque semaine, mon équipe, moi-même, je reçois des notifications sur des avancées, sur, par exemple, des rappels peut-être sur les échéances fiscales, des formations qui sont prévues, des rencontres qui sont effectuées. Par exemple, récemment, j'ai rencontré le ministre Nicolas Kazadi des Finances. Et c'est grâce à la FEC. C'est parce que je suis membre de la FEC, j'ai fait partie de patron et on m'a invité. J'ai pu exprimer mon problème à moi et le problème qui concerne les entreprises avec lesquelles je fonctionne. Donc, faire partie de la FEC ou du moins d'une organisation patronale, c'est mettre en commun des informations, c'est avoir un réseau, avoir des gens qu'on peut contacter pour X ou Y chose. Et en tout cas, ça ne coûte pas très cher. Il faut venir. Alors, pour compléter, Christopher, j'irai dans le même sens et je dirais avec toutes les activités qu'il vient de citer, mais moi j'aime aussi la dimension de réflexion. Tu contribues, tu te sens acteur. Par exemple, là, il y a la ZECLAF, il y a eu récemment bon, ça a été reporté, mais on a reçu une invitation pour dire, ben voilà, il y aura des réflexions qui feront dans ce sens-là. Est-ce que vous souhaitez venir pour apporter votre contribution? Après, toutes les idées ne peuvent pas être prises, c'est normal, c'est comme ça partout. Mais au moins, on a le sentiment de pouvoir, au travers soit de commissions,
Parce que normalement, vous êtes entrepreneur, vous êtes membre de la FEC, vous êtes automatiquement membre de notre commission si vous êtes un jeune entrepreneur. Donc, ce qui voudrait dire que lorsqu'il y a des réflexions, vous serez impliqué, vous pourrez donner votre avis, vous pourrez remonter des problèmes, des dysfonctionnements qui feront que c'est peut-être pas vous qui allez aller pour en parler avec les décideurs ou avec, on va dire, la fonction publique, mais au moins, ça sera pris en compte et on désignera quelqu'un au niveau de la commission qui ira le faire et vous aurez un retour. Donc, je pense quand même que ça permet de pouvoir se sentir plus fort quand même, encadré et pas seul à vivre ou à subir certaines situations. Alexandra, je t'en prie, Christopher. Je me dis, je voulais rajouter aussi quelque chose de très important, c'est les formations. Yeah. C'est-à-dire aujourd'hui, on est là, on est en train de discuter. C'est vrai que bon, ça c'est ouvert. Rien ne vous empêche de participer à une formation entre membres de la FEC et on va vous partager bien évidemment. Par exemple, moi, je pense avec Alexandra, c'est tout ce qui est stratégie de levée de fonds ici. Comment faire pour lever des fonds en dehors des banques, etc. C'est quelque chose que nous faisons très souvent. Et si vous êtes membre de la FEC, vous intégrez demain ou après-demain, ce sont des éléments auxquels vous aurez accès sans difficulté, etc. On va pas prendre beaucoup de choses. Et ça, c'est juste un aspect. Il y a beaucoup d'autres aspects encore, surtout sur l'aspect formation. Je crois que c'est très important, de marteler dessus aussi. Oui. Du coup, je ne peux pas te redonner la parole, Emmanuel. Il a parlé de formation. Ah, je pêche contre moi-même et j'ai rien dit sur la formation. Clairement. Je t'en prie. Ah, maintenant, on est une équipe. Hein, donc, merci, Christopher. Christopher, ce qu'il vous dit est vrai. Et je vais vous dire que là, par exemple, on est occupé avec Christopher, Ticia, Bénédicte, Bonnie, enfin, tous les autres de la commission, en tout cas, les vice-présidents de la commission. On est occupé à vraiment mettre en place tout un programme de formation qui sera intéressant. Mais tout ne viendra pas que de nous. Vous aussi, vous avez la possibilité de nous faire parvenir des thématiques. Et donc, comme il dit, il y a des choses qui seront ouvertes, d'autres un peu moins, mais au moins, ça vous maintient. Au-delà même de la formation, moi je dis toujours, une formation, au-delà de la formation, c'est un lieu de réseautage parce que ça permet d'échanger des bonnes pratiques et aussi de pouvoir finalement ressortir encore plus boosté, motivé, peut-être en voyant d'autres qui le sont. Donc oui, ça vous donne accès à ce cadre, à cette plateforme d'apprentissage qui est la FEC. Merci beaucoup, Alexandra. Vous avez parlé, Christopher et toi, de la FEC. Il y a une question qui vient de me parvenir. Notre participant aimerait savoir quelles sont les conditions pour être membre de la FEC. Je ne sais pas, on pourrait commencer par Alexandra, ensuite on prendra Christopher. Pour moi, à partir du moment où Christopher pourra compléter, vous êtes une entreprise ou vous êtes un entrepreneur, on va dire, existant formellement, vous avez fait toutes les démarches au niveau du guichet unique et autres, donc vous êtes une structure formelle, il suffit de venir, de compléter le formulaire d'adhésion, de pouvoir compléter le formulaire d'adhésion. À partir de ce moment-là, on vous communiquera en fonction que vous êtes un jeune entrepreneur, vous êtes une grosse structure, donc un gros cotisant. En fonction vraiment de votre statut, vous êtes une femme entrepreneur, parce que là aussi, il y a des chouettes conditions, une jeune femme entrepreneur. En fonction de tout ça, on vous dira, ben voilà, quelle est la cotisation à apporter, en sachant que derrière, c'est l'administration qui gère ces questions-là, mais il y a toute une série de facilités qui peuvent être envisagées ou discutées. Donc, en gros, première démarche, se formaliser. Première démarche, se formaliser. Deuxième démarche, venir pour pouvoir s'inscrire en complétant le formulaire d'adhésion au niveau du secrétariat ou de l'administration. Enfin, de toute façon, je dis la même chose. Et alors, à ce moment-là, régler sa cotisation et pour ce faire, toute une série de facilités ou du moins les éléments liés à ça sont communiqués à ce moment-là. Christopher, je ne sais pas si tu souhaites peut-être compléter ou voilà. Oui, peut-être un petit, pour compléter, en général, on demande un petit parrainage. Hein, et nous, au niveau de la commission, que ce soit, ça peut être Ticia qui peut le faire, qui est vraiment en charge de ça, ou nous-mêmes, on va vous aider, peut-être on va obtenir, si vraiment votre cotisation est un peu élevée, peut-être de payer ça en tranches. C'est une possibilité aussi pour les jeunes entrepreneurs en particulier. Et donc, on vous attend. Être formel, je pense que c'est quelque chose de très important. Hein. J'aime bien dire, il faut entrepreneuriat et coop. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Congolais ici. Coopération, la coop, ce n'est pas l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est autre chose. Coop aussi, c'est autre chose.
Donc, on a besoin que vous soyez formalisé parce que c'est la base de toute crédibilité aujourd'hui vis-à-vis des institutions et de qui que ce soit. Et c'est très important. On peut vous aider. Vous pouvez payer en échéance. C'est pas un problème. Non, c'est vraiment pas un problème. Alors, Christopher, tu restes avec moi pour la prochaine question. Il y a un participant qui aimerait savoir quelles sont les modalités pour faire partie de la commission. Bon, pour être membre, je pense, de la commission. Non, je pense qu'Alexandra peut mieux répondre. Elle est là depuis longtemps. Oui, mais moi, je dirais, sois membre de la FEC et automatiquement, tu n'as même pas de questions à te poser. Tu seras membre de la famille, de la commission des jeunes entrepreneurs. Au fait, très concrètement, allez sans rire, à partir du moment où vous êtes membre de la FEC, vous avez donc la latitude sans même pour autant faire une quelconque démarche, suivant votre profil. Admettons que vous soyez un centre de formation, vous allez automatiquement, vous avez le droit d'adhérer au comité professionnel des formations. Vous êtes un jeune entrepreneur, vous avez donc automatiquement le droit d'être membre. Donc, vous êtes automatiquement membre. Il y a pas à partir du moment où vous êtes membre de la FEC, il n'y a pas de formalité à faire au-delà de cela. Donc, à partir de ce moment-là, vous aurez accès à différents types d'informations. Maintenant, il y a peut-être une autre question à se poser. Comment faire pour être directement dans la base de données de la Commission nationale des jeunes entrepreneurs? Ça, c'est une démarche qui va être faite de manière peut-être à être directement au-delà des communications que fait la FEC et de toute l'information qui existe. Ça, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place. Déjà, toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire pourront commencer à recevoir les informations liées à la formation. Donc là, à ce moment-là, il y aura peut-être des communications qui suivront, mais vous êtes membre automatiquement. Il n'y a pas de démarche à faire à partir du moment où vous avez adhéré à la FEC et que vous êtes un jeune entrepreneur. Merci beaucoup pour vos réponses. Emmanuel? Oui, Emmanuel, je peux prendre une question, enfin, on va dire 2 questions rapidement là. Bien sûr que oui. Donc, il y a un spectateur anonyme qui dit, vous avez parlé de redressement fiscal en passant à un moment. Il me semble que c'est une difficulté quasi permanente dans notre environnement. Ça vire souvent à la tracasserie, des pourparlers au niveau pour assainir. En ce qui concerne la fiscalité, j'aimerais dire, il y a quelques années, j'étais pratiquement en face d'un des bureaux de la DGI. Mon bureau était franchement en face. J'ai jamais été embêté. J'ai jamais été embêté. En fait, le problème de la fiscalité, c'est lorsqu'on ne connaît pas. Et donc, moi, je vous invite, et c'est ça l'effort que tout le monde doit faire, dès que vous formalisez votre structure, faites une petite cartographie fiscale. Ça ne coûte pas grand-chose. On peut vous prendre un fiscaliste, il vient là. Peut-être que je peux vous partager même ici, hein, quels sont les éléments qui coûtent, qui bouffent le plus. Il y a, au niveau de la DGRK, il y a la retenue locative. C'est le bailleur qui supporte ça, mais si vous êtes une société et que vous êtes locataire, c'est vous qui êtes le redevable. Moi, dans mon cas, c'était plutôt ça. Donc, c'était la retenue locative. Mais j'ai trouvé un compromis avec mon bailleur parce que c'est sa charge, c'est pas la mienne. Et donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Deuxième élément, c'est les IPR, les impôts professionnels sur les revenus, très important. Dès que vous avez un salarié, voilà, vous devez payer, vous avez cotisé pour lui, etc. Vous avez également les impôts sur le bénéfice à la fin de l'année. Si vous faites un bénéfice, je crois que c'est 30% aujourd'hui. Si vous faites une perte, vous prenez 1% de votre chiffre d'affaires. Mais le bien avec toutes ces boîtes ici, avec toutes ces catégories fiscales et tout ce que vous voulez, c'est qu'au finish, ça s'optimise. Oui. Vous comprenez? Ça s'optimise. Donc, il y a des stratégies, stratégies fiscales à mettre en œuvre pour payer le moins possible, mais payer quand même, parce qu'après, on ne va pas développer le pays sans payer. Donc, il faut que des gens payent. Donc, il y a des stratégies à mettre en place pour payer le moins possible. Et pour éviter les tracasseries, à mon avis, il faut être droit. Il faut connaître ses règles, il faut connaître ses droits. Aucun inspecteur ne peut venir comme ça, vous auditer ou frapper à votre porte. Voilà, je suis non. Il doit vous présenter un ordre de mission. Ça, il faut le connaître. Il vous présente un ordre de mission. Il doit vous donner un délai pour mettre à disposition les éléments. Donc, ça ne se passe pas à la cavalière où n'importe qui peut venir frapper à votre porte et vous demander n'importe quoi. Donc, c'est juste qu'il faut connaître ces petites règles de base. Si vous les connaissez, vous échappez à tous ces bandits-là. Clairement. Alors, Christopher, avant que tu ne rebondisses, parce que tu avais parlé de 2 questions, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Et là, je m'adresse surtout à ceux éventuellement de la diaspora qui nous suivent. Je me souviens, moi, quand j'ai voulu démarrer l'activité au Congo, j'avais vraiment en tête, c'est bon, c'est le Far West, personne ne surveille rien, on peut faire ce qu'on veut. J'ai très vite été recadrée dans tous les sens parce que j'ai compris, ah non, 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 non. Il y a quand même
au-delà de la grosse tracasserie, il y a quand même un suivi des préalables à faire. Je me suis réveillée un matin, sachant qu'en Belgique, je faisais tout ce qu'il fallait, et je me suis réveillée un matin en réalisant, une fois, je me suis dit, j'ai un peu essayé de mettre, je dis, attends, vous avez craché et vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Mais est-ce qu'il faut faire? Oui. Donc, c'est pour dire que, comme dit Christopher, il y a quand même un minimum. Faut pas, oui, on veut tous optimiser, mais l'État ne se développera pas, le pays ne se développera pas non plus sans devoir payer. Accepter quand même ce compromis de payer un minimum, quand même de payer, tout en voyant comment est-ce que vous pouvez rester quand même rentable et ne pas vous enfoncer, quoi. C'est juste ça qui me venait en tête comme c'est un peu du vécu au tout début. Alors, Alexandra, tu as parlé de la diaspora. Je viens de voir une question qui vient d'arriver. Il y a une personne qui aimerait savoir, faut-il être nécessairement congolais pour faire partie de la FEC? Bon, je dirais il faut une entreprise. On parle en termes, la FEC, ce n'est pas des individus, mais des entreprises. Il faut une entreprise de droit congolais. Ou si vous faites partie d'un groupe, être en tout cas la succursale locale. Parce que quand vous allez aller, vous devrez renseigner toute une série de documents liés à votre, on va dire, RCCM, ID, bref, en fait, la carte d'identité locale de votre entreprise. Donc, je dirais, il faut être un opérateur économique congolais. C'est en tout cas l'information que j'ai à ma disposition parce que finalement, c'est ce qui vous sera demandé. Voilà. Alors, Christopher, tu avais parlé de le fait de formaliser son activité. Une question vient d'arriver. La personne aimerait savoir quelles sont les étapes pour formaliser son entreprise et quels sont les avantages. Très simple. Si vous êtes à Kinshasa, il y a 2 bureaux de guichet unique. Donc, vous allez là-bas, on va vous faire une liste des documents dont vous avez besoin. Vous faites le choix du type de structure que vous voulez mettre en place. Si vous êtes plusieurs associés, moi, je vous recommande de prendre une structure de type société. Comme ça, le nom de chaque associé va se retrouver au niveau des statuts. Si vous êtes unique, vous pouvez prendre le statut d'établissement. Établissement, ça vous coûte 30 $ plus 12 500 francs. C'est tout. Il n'y a pas d'autres frais. Il n'y a pas quelqu'un à qui il faut remettre je ne sais pas quoi. Société, ça vous coûte 80 $ plus 12 500 francs. Donc, il n'y a pas d'autres frais. À vous d'emmener vos statuts. Vous pouvez trouver des modèles en ligne ou bien vous les faire chez un avocat ou etc. Mais vous compliquez pas la vie. Ça coûte pas si cher que ça. Bon, maintenant, avant, ça prenait 2 semaines pour avoir les documents. Bon, depuis un moment, et ça prend un peu plus de temps. Hein, ça peut prendre 2 mois pour avoir les premiers documents. Et là, je pense qu'il y a la commission aussi qui est en train de travailler pour essayer de fluidifier un peu ça, en particulier pour les jeunes entrepreneurs. Mais grosso modo, c'est juste ça. Donc, ça ne coûte pas des masses. Je voulais aussi rebondir sur une question qui avait été posée ici. Il y a Madame Jules, Monsieur Jules, je pense. Est-ce qu'il y a des réformes pour la fiscalité d'entreprise au Congo au sein de la FEC? J'ai suivi M. Christopher récemment lorsqu'il intervenait sur cette question au concours RDCA Lobby. Alors, j'étais encore dernièrement dans cette rencontre avec le ministre des Finances. Il nous a clairement dit qu'il n'y aura pas de cadeaux fiscaux qu'on va donner aux entreprises, etc. Mais moi, je voudrais, en ce qui nous concerne ici, parce qu'on parle jeune entreprise, on parle PME, de savoir qu'il y a des lois qui sont déjà en vigueur et qui sont en votre faveur. Par exemple, lorsque vous êtes une micro-entreprise, vous ne payez qu'un forfait de 50 000 francs par an comme impôt sur le bénéfice. Vous vous rendez compte? Donc, on ne vous taxe pas énormément avant que vous ne commenciez à vraiment être rentable, à commencer à faire du chiffre. 50 000 francs, c'est 25 $ par an. Donc, je pense que c'est à la portée de quelqu'un qui vient de créer sa boîte, etc. Donc, il y a ces petites choses-là qu'il faut juste maîtriser et puis ça devrait passer. Merci beaucoup, Christopher. Alexandra, aimerais-tu rebondir? Non, j'étais juste en train de réfléchir tout et j'allais dire, écoute, Christopher, voyons un peu le type de questions qui sont en train de se poser. Ça donne pas mal d'idées, pas pour la prochaine, mais pour les prochaines masterclass. Je pense qu'il y a vraiment de l'attente à ce niveau, quoi. Tout ce qui est fiscalité et autres. Tout à fait, tout à fait. Vous avez aimé leurs réponses. J'espère qu'ils ont pu donner des vraies réponses à vos questions. Nous allons maintenant chuter, nous arrivons au terme de ce webinaire. Mais avant de clôturer, j'aimerais vous donner, chers panélistes, le temps de nous dire un petit mot de la fin, voire même une conclusion.
Nous allons commencer par Alexandra. Je t'en prie. Écoutez, dans cette dynamique, on vous a dit, hein, ensemble on va plus, enfin, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Je pense qu'à un moment donné, juste vous dire, venez, rejoignez-nous à la commission des jeunes, nationale des jeunes entrepreneurs, ce n'est pas suffisant. C'est ainsi qu'on s'est dit avec Christopher et avec tous les autres, en faisant ce genre de rencontres, parce qu'il y a déjà pas mal de choses aussi qui s'organisent au quotidien par la commission au sein de la FEC en présentiel. On s'est dit, on va vraiment essayer d'avoir cette rencontre en ligne, la faire peut-être de manière régulière, périodique, de manière à venir à votre rencontre, répondre à vos éventuelles questions. On n'a peut-être pas toutes les réponses, mais au moins en réfléchissant ensemble, en se confrontant, peut-être qu'il y aura des invités, on ne sait pas encore. Ça permet de pouvoir faire avancer les choses et au moins vous donner envie de nous rejoindre. Donc, si je dois dire un mot de la fin me concernant, c'est venez nous rejoindre. On a besoin de vous, cette dynamique de créer cette classe de PME qui vont se battre, finalement faire la success story des futures entreprises qui vont percer au Congo, quoi. Je pense qu'il y a moyen et en se battant, il n'y a pas que des faillites et des échecs ou des redressements. Regarde, Christopher, toi, ça va. Donc, malgré les redressements, tu tiens. Donc, c'est dire venez et qu'on se batte ensemble, quoi. Christopher, je t'en prie. Merci beaucoup pour la parole. Moi, je voudrais, parce que je sais que beaucoup de gens qui nous suivent, c'est des Congolais de la diaspora ou des Congolais d'ici. Et je voudrais vous inviter à faire cette réflexion avec moi et à essayer de fermer peut-être les yeux ou un moment et à réfléchir sur les grosses entreprises, les grandes entreprises, peu importe le critère, chiffre d'affaires, gros branding, tout ce que vous voulez, qui sont détenues à majorité par des Congolais. Essayez de faire cet exercice. Moi, quand je ferme les yeux, je n'en vois pas beaucoup. La réalité de notre environnement, s'il faut qu'on se le dise, et c'est le président qui l'a dit, c'est même pas moi, il a dit 80% de l'économie formelle est détenue par 26 600 expatriés. C'est-à-dire que nous avons déserté. Nous avons déserté l'économie formelle, nous avons déserté tous les secteurs pratiquement, les secteurs stratégiques, etc. Les banques, on n'a pas de banques détenues en majorité par des Congolais. On n'a pas, dans le secteur des télécoms, n'en parlons pas. Prenez un secteur, je ne sais pas, même la grande distribution, on n'est pas là. Où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes à côté, nous sommes dans l'informel, dans des petites boutiques, sans critiquer. Moi, ma mère a une boutique, d'ailleurs, qui fait beaucoup d'argent aussi. Donc, bonjour maman. Donc, on est dans ça, mais on ne se développe pas. Pendant que les autres font des supermarchés, nous, on reste dans les boutiques. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai vécu à Bandal pendant pas mal de temps. Vous allez voir une boutique qui est là, qui va mourir, ça sera quelqu'un d'autre qui va reprendre une boutique. Ça ne se transforme jamais en supermarché. Jamais. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche et nous ne pouvons pas être dans l'attentisme comme ça, à dépenser énormément d'argent pour des masters, pour des études de plus en plus chères, pour à la fin être simplement là, assis et à devoir subir les entreprises des autres. Nous pouvons créer et nous avons les moyens de créer. Moi, je dis souvent, nous ne sommes pas moins solidaires que les autres, nous ne sommes pas plus bêtes que les autres, nous ne sommes pas moins compétents que les autres, nous ne sommes pas moins pragmatiques. Quand vous voyez cette maman qui se lève le matin, très tôt à 4 heures du matin pour aller chercher du pain. Non, elle travaille, nous sommes des bosseurs, nous sommes des gens qui faisons des choses. Mais maintenant, il faut revoir les choses à un certain niveau. Il faut de l'ambition et il faut aussi de la mise en commun. Aujourd'hui, ce n'est plus le moment où il faut seulement penser entrepreneuriat. Il faut aussi penser investissement. Je m'explique. Aujourd'hui, pour être membre de la FEC, c'est les entreprises qui sont là. Mais dans les entreprises, il y a l'entrepreneur. Il y a aussi les associés qui sont les copropriétaires de l'entreprise. Il faut avoir cette double casquette, cette double vue de l'esprit, parce que c'est seulement en se mettant ensemble qu'on va aller de l'avant. Et j'entends déjà la critique, oui, mais les Congolais, on ne s'aime pas, ouais, on n'est pas sérieux, etc. Moi, je suis la preuve que les Congolais peuvent se mettre ensemble. Quand je vous parle de B2 Group, vous me voyez ici, mais derrière moi, j'ai une 60aine d'actionnaires pour notre projet agricole Bakanyelo. J'ai une 40aine d'actionnaires pour notre restaurant Coucou. C'est des gens qui se sont mis ensemble. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous avec vos proches? Pourquoi pas avoir une entreprise familiale que vous allez développer? Pourquoi pas mettre en commun quelques ressources? Est-ce qu'avec 5 000 $, on ne peut pas lancer un business? Est-ce qu'avec 1 000 ou 2 000, on ne peut pas lancer? Est-ce qu'avec 5 000, on ne peut pas investir dans un business existant? Clairement. Parce que rien ne vous empêche de devenir… Aujourd'hui, vous devenez associé chez B2 Group. Vous êtes aussi membre de la FEC à travers votre entreprise. Vous devenez associé chez…
C'est ça la réflexion que nous devons avoir. Et je me dis, et c'est là que je vais terminer, je vais chuter, nous ne sommes pas obligés de nous aimer pour travailler dans des intérêts communs. Regardons simplement nos intérêts. Ouais. On peut se faire la guerre quand chacun sera milliardaire, si vous voulez. Pour l'instant, là, s'il vous plaît, mettons-nous ensemble, clairement, avançons et ensuite, si on veut, on va se battre. Exact, voilà. J'adore. Merci beaucoup, Christopher, et merci beaucoup, Alexandra. Les bonnes choses ne durent pas. Nous sommes arrivés à la fin de cette masterclass. Au nom de la Commission nationale de jeunes entrepreneurs, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous pour la prochaine masterclass qui est prévue pour le 30 septembre à 10h, heure de Kinshasa. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.